Pourquoi Christophe André est-il si souvent décrit comme le gourou de la pleine conscience moderne? Cette question ne concerne ni les titres ni la célébrité. Elle concerne l'influence. Elle concerne la raison pour laquelle, dans un monde bruyant rempli de conseils, ces paroles continuent de résonner calmement, profondément et durablement auprès de millions de personnes. Pour comprendre cela, il faut commencer par le contexte dans lequel sa voix a émergé. La vie moderne s'est accélérée bien au-delà du rythme du système nerveux humain. Nous vivons entourés d'informations, d'attentes, d'alertes, de comparaisons et de pressions invisibles. Beaucoup de personnes ne traversent pas de tragédies spectaculaires et pourtant elles se sentent constamment tendues, mentalement dispersées, émotionnellement fatiguées. Christophe André a très tôt compris que cette souffrance diffuse devenait l'une des expériences déterminantes de notre époque. En tant que psychiatre travaillant à l'hôpital, il ne rencontrait pas des problèmes abstraits. Il rencontrait des personnes qui ne pouvaient pas dormir parce que leur esprit ne s'arrêtait jamais. Des personnes dont les pensées tournaient sans cesse autour des mêmes peurs. Des personnes qui se sentaient coupables de ne pas être heureuses, honteuses de ressentir de l'anxiété, frustrées contre elles, à même de manquer de contrôle. Ce qui le frappait, c'est que beaucoup de ces personnes ne manquaient ni d'intelligence, ni de force, ni de volonté. Elles manquaient de douceur intérieure et de présence. La pleine conscience est entrée dans son travail non pas comme une mode importée, mais comme une nécessité clinique et humaine. Il voyait que de nombreux patients ne souffraient pas parce que la vie était insupportable, mais parce que leur relation à leur propre expérience intérieure était devenue dure, rigide et épuisante. Ils se battaient constamment contre eux-mêmes. Christophe André a proposé quelque chose de radicalement simple. Cesser de lutter et commencer à observer. Ce n'était pas une invitation à la résignation. C'était une invitation à la clarté. Il expliquait que l'esprit n'est pas fait pour être silencieux en permanence. Les pensées surgissent naturellement. Les émotions apparaissent spontanément. Le problème commence lorsque nous croyons que chaque pensée est une vérité et que chaque émotion est un danger. La pleine conscience, telle qu'il l'enseignait, était une manière d'apprendre à rester présent à ce qui se passe, sans réagir immédiatement, sans juger, sans chercher à réparer. Ce qui rendait son approche singulière, c'était la manière dont il en parlait. Il ne se présentait pas comme un maître ayant vaincu l'anxiété. Il partageait ouvertement sa propre vulnérabilité, son histoire personnelle avec les troubles anxieux. Cette honnêteté créait un lien puissant. Les gens ne se sentaient ni inférieurs ni sermonnés. Ils se sentaient compris, ils se sentaient moins seuls. Christophe André insistait sur une idée essentielle. La pleine conscience n'est pas le fait de devenir calme tout le temps. Elle consiste à changer notre relation à l'inconfort. La peur peut encore surgir. La tristesse peut encore apparaître. La colère peut encore nous traverser. La différence est que nous n'ajoutons plus des couches de résistance, de honte ou d'autocritique par-dessus. Nous apprenons à dire « c'est ce qui se passe en ce moment » au lieu de « cela ne devrait pas arriver ». Ce changement peut sembler minime, mais il est profond. Beaucoup de personnes découvrent qu'une grande partie de leur souffrance ne vient pas de la vie elle-même, mais de la manière dont elle se parle intérieurement. Christophe André a mis en lumière ce dialogue intérieur. Il a montré comment l'esprit devient souvent son propre juge le plus sévère, évaluant, comparant et condamnant sans cesse. L'une des raisons pour lesquelles on le qualifie de gourou de la pleine conscience moderne est son talent exceptionnel pour rendre la vie intérieure visible. Il utilisait des métaphores simples. L'esprit comme un ciel, les pensées comme des nuages, les émotions comme des vagues. Ces images aidaient à comprendre que les expériences intérieures sont temporaires, dynamiques et impersonnelles. Une pensée n'est pas ce que vous êtes. Une émotion n'est pas votre identité.
Ce sont des événements qui traversent la conscience. Cette perspective a été profondément libératrice pour beaucoup. Au lieu de s'identifier totalement à leur agitation mentale, les gens ont appris à prendre un léger recul. Non pas pour se détacher froidement, mais pour observer avec bienveillance. Cela crée de l'espace. Et dans cet espace, la clarté pouvait émerger. Christophe André soulignait également que la pleine conscience n'est pas une fuite hors de la réalité. C'est une manière d'entrer plus pleinement dans la réalité. Porter attention en marchant, en mangeant, en écoutant quelqu'un parler. Autoriser des moments de silence. Sentir le corps, respirer. Ces gestes simples, expliqués à il, nous reconnectent au moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement. Un autre aspect essentiel de son influence est qu'il n'a jamais séparé la pleine conscience de l'éthique et de la compassion. Devenir plus conscient n'avait rien à voir avec la performance personnelle ou une supériorité spirituelle. Il s'agissait de devenir moins réactif, plus attentif, plus humain. Lorsque nous sommes moins absorbés par nos tempêtes mentales, nous devenons naturellement plus disponibles pour les autres. Il remettait également en question l'obsession moderne de l'amélioration permanente de soi. Au lieu de chercher sans cesse à s'optimiser, Christophe André invitait à s'accepter comme des êtres humains imparfaits. Non pas comme une excuse pour cesser d'évoluer, mais comme une base pour une croissance authentique. On ne peut pas construire la paix sur le rejet de soi. Dans ses livres et ses conférences, un message revient sans cesse. Soyez bienveillants envers vous-même. Pas indulgent, pas passif, mais bienveillant comme on le serait avec un ami en difficulté. Ce message a touché quelque chose de profond, en particulier dans des cultures où l'autocritique est normalisée, voire valorisée. Les gens n'ont pas suivi Christophe André parce qu'il offrait des certitudes. Ils l'ont suivi parce qu'il offrait une permission. La permission de ralentir, de ressentir, de cesser de prétendre être toujours en contrôle. Il rappelait que la vulnérabilité n'est pas un défaut, mais une condition du vivant. C'est pour cela que son influence dépasse largement le cadre de la psychologie clinique. Enseignants, parents, soignants et lecteurs ordinaires se reconnaissaient dans ses paroles. Il parlait de la souffrance sans la dramatiser, de la paix sans l'idéaliser. Sa pleine conscience n'était pas spectaculaire. Elle était pratique, ancrée et profondément respectueuse des limites. Humaine, car on m'en part. Men. À la fin de cette première partie, une chose devient claire. Christophe André est appelé le gourou de la pleine conscience moderne, non parce qu'il revendique une autorité, mais parce qu'il restaure la confiance dans la capacité humaine à être présent. Il montre que le calme n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à laisser advenir. Que la clarté ne vient pas du contrôle, mais de l'attention. Et cette compréhension nous prépare à aller plus loin. Christophe André a compris quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, les gens ne souffrent pas principalement de catastrophes dramatiques. Ils souffrent d'une pression mentale constante, une pression subtile, continue et épuisante. Toujours devoir anticiper, toujours devoir performer, toujours devoir justifier son existence par la productivité, la réussite ou la comparaison. Dans cet environnement, l'esprit se repose rarement. Même les moments qui semblent calmes sont souvent remplis de bruit intérieur. Planifier, reclater, anticiper, ressasser. Christophe André a observé que beaucoup de personnes n'habitent plus réellement leur vie. Elles la commentent mentalement au lieu de la vivre directement. Ce qui rendait son approche puissante, c'est qu'il n'a jamais présenté la pleine conscience comme une solution imposée de l'extérieur. Il l'a présentée comme un retour vers quelque chose que nous savions intuitivement autrefois, mais que nous avions oublié. La capacité d'être simplement présent sans nous évaluer constamment. Il expliquait souvent que l'esprit moderne se comporte comme un commentateur intérieur qui ne dort jamais. Ce commentateur juge nos actions, nos émotions, même notre repos. Tu devrais faire plus, tu n'es pas assez bien, les autres font mieux.
Avec le temps, cette voix devient si familière que l'on finit par la prendre pour la vérité. La pleine conscience, telle que Christophe André l'enseignait, brise doucement cette illusion. Elle montre que cette voie n'est pas de la sagesse, c'est une habitude. Et les habitudes, une fois vues clairement, peuvent s'adoucir. Une autre raison pour laquelle son message a touché autant de personnes est qu'il refusait d'idéaliser le bonheur. Il ne promettait ni paix permanente, ni contrôle émotionnel. Au contraire, il normalisait les turbulences intérieures. Il rappelait que se sentir anxieux, triste ou confus ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Cela signifie que nous sommes humains. Cela était profondément apaisant dans une culture obsédée par la positivité. Christophe André osait dire que la souffrance n'est pas un échec personnel. Éviter la souffrance à tout prix crée souvent davantage de souffrance. La pleine conscience n'efface pas la douleur, elle nous apprend à ne pas paniquer en sa présence. Il parlait également beaucoup de l'attention comme d'une ressource morale et psychologique. L'attention, disait-il, est la manière dont nous aimons, dont nous comprenons, dont nous guérissons. Lorsque l'attention est dispersée, les relations en souffrent. Lorsque l'attention est entraînée, la vie retrouve de la texture et de la profondeur. Cette idée a fortement résonné à l'ère numérique. Les écrans fragmentent constamment l'attention. Les notifications arrachent l'esprit au moment présent. Christophe André ne diabolisait pas la technologie, mais il en décrivait clairement le coût psychologique. Un esprit distrait vit de manière superficielle, même lorsque la vie elle-même est pleine de sens. La pleine conscience est devenue, dans ce contexte, un acte de résistance. Pas bruyant, pas agressif, mais ferme. Choisir d'être présent devenait une manière de reconquérir sa vie intérieure. Christophe André montrait que même de petits moments de conscience, une respiration volontaire, une pause avant de réagir, peuvent restaurer la dignité de l'expérience quotidienne. L'une de ses contributions les plus influentes a été de relier la pleine conscience à la régulation émotionnelle, non pas par le contrôle, mais par la familiarité. Il expliquait que les émotions deviennent envahissantes lorsque nous les craignons. Lorsque nous les observons avec curiosité plutôt qu'avec alarme, elles perdent souvent, naturellement, de leur intensité. Cette approche a transformé la manière dont beaucoup de personnes se rapportaient à l'anxiété. Au lieu de demander « comment faire pour que cela s'arrête ?», elles ont commencé à se demander « qu'est ce qui se passe en moi en ce moment ?» Ce passage de la résistance à l'observation a créé une nouvelle posture intérieure, plus calme, plus souple, moins violente envers soi-même. Christophe André insistait également sur le fait que la pleine conscience n'est pas centrée sur soi. Au contraire, lorsque les personnes sont moins absorbées par leur propre lutte mentale, elles deviennent plus disponibles pour les autres. L'écoute s'améliore. L'empathie s'approfondit. Les conflits s'adoucissent. Il soulignait souvent la bienveillance, non comme une obligation morale, mais comme une nécessité psychologique. La dureté envers soi finit toujours par se répandre vers l'extérieur. La douceur envers soi s'étend naturellement aux autres. La pleine conscience n'était donc pas seulement une pratique personnelle, mais aussi une pratique sociale. Une autre raison clé de son influence considérable est l'accessibilité de son langage. Il évitait le jargon. Il évitait la grandiloquence spirituelle. Il parlait comme quelqu'un assis à côté de vous, pas au-dessus de vous. Ce ton comptait. Il permettait d'aborder la pleine conscience sans se sentir inadéquat ou illégitime. Il respectait aussi le scepticisme. Il reconnaissait que rester avec ses pensées peut être inconfortable, voire effrayant. Il ne forçait jamais l'enthousiasme. Il invitait plutôt à l'expérimentation. Essayez, suggérer à il. Observez ce qui se passe. Cette attitude non dogmatique rendait ses enseignements crédibles. Pour beaucoup, Christophe André est devenu un pont
entre la psychologie et la philosophie, entre la science et la vie intérieure, entre le stress moderne et la sagesse ancienne. Il traduisait des idées complexes en expériences vécues. À la fin de cette deuxième partie, on comprend clairement que sa pleine conscience ne s'est pas diffusée parce qu'elle était à la mode, mais parce qu'elle répondait à une question silencieuse que beaucoup portaient en eux. Existe-t-il une manière de vivre sans être constamment en guerre contre son propre esprit? Christophe André n'offrait pas une échappatoire à la vie. Il offrait un chemin pour y revenir, les yeux ouverts, le cœur stable et l'attention retrouvée. Comment Christophe André a changé notre manière de comprendre la souffrance. Pour comprendre pleinement pourquoi Christophe André est appelé le gourou de la pleine conscience moderne, il faut observer à quel point il a transformé notre relation à la souffrance. Non pas en la niant, non pas en la romantisant, mais en changeant la manière dont nous la rencontrons. Pendant longtemps, la souffrance psychologique a été traitée comme quelque chose à éliminer le plus rapidement possible. L'anxiété devait être réduite au silence, la tristesse devait être corrigée. La peur devait être contrôlée. Christophe André ne rejetait ni les traitements médicaux ni la psychothérapie. Il travaillait au cœur de la psychiatrie clinique. Mais il a observé quelque chose d'essentiel. Beaucoup de personnes ne souffraient pas seulement à cause de leurs symptômes, mais à cause de leur peur de ces symptômes. Il a observé des patients épuisés non seulement par l'anxiété, mais par leur lutte incessante contre elle. Des personnes qui se jugeaient durement pour se sentir faibles. Des personnes qui croyaient que la douleur intérieure signifiait un échec personnel. Cette souffrance secondaire, la souffrance liée à la souffrance, était souvent plus destructrice que l'émotion initiale. La pleine conscience, entre ses mains, est devenue un moyen d'interrompre ce cycle. Christophe André expliquait que les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux, des états temporaires, des mouvements du monde intérieur. Lorsque nous les combattons agressivement, elles ont tendance à persister ou à s'intensifier. Lorsque nous leur permettons d'exister sans panique, elles s'adoucissent souvent d'elles-mêmes. Cette idée a été révolutionnaire pour beaucoup de personnes. Elle allait à l'encontre de l'instinct de réparer, de supprimer ou de se distraire. Au lieu de cela, elle invitait à la présence, à rester, à permettre. Il utilisait souvent des métaphores simples pour rendre cela compréhensible. Les émotions, disait Hale, sont comme des vagues. On ne peut pas les empêcher de se former, mais on peut apprendre à ne pas s'y noyer. Lutter contre la vague ne fait que nous épuiser. Flotteur avec attention lui permet de passer. Dans les contextes cliniques, cette approche a eu des effets profonds. Les patients ont appris à observer l'anxiété sans la qualifier immédiatement de dangereuse. Ils ont appris à remarquer la tristesse sans construire aussitôt des récits de désespoir autour d'elle. Ce changement a créé de l'espace, un espace entre la sensation et la réaction. Christophe André soulignait que c'est dans cet espace que commence la liberté. Un autre aspect crucial de son travail était l'idée de l'auto-compassion. Bien avant que ce terme ne devienne populaire, il parlait des dégâts causés par la cruauté intérieure. Beaucoup de personnes se parlent à elles-mêmes d'une manière qu'elles n'adopteraient jamais avec un ami. Jugement sévère, critique constante, pression incessante. Il montrait que la pleine conscience sans bienveillance peut devenir froide et rigide. La véritable conscience inclut de la chaleur. Lorsque les personnes apprennent à reconnaître leur douleur avec douceur, quelque chose change. La honte desserre son emprise. La résistance s'assouplit. La guérison devient possible. Il précisait clairement que l'auto-compassion n'est pas de l'indulgence. Elle ne signifie pas éviter la responsabilité ou l'effort. Elle signifie reconnaître ses limites. Elle signifie se traiter comme un être humain et non comme une machine. Cette perspective a profondément influencé les pratiques thérapeutiques modernes.
La thérapie cognitive, basée sur la pleine conscience, les stratégies de régulation émotionnelle et les approches centrées sur la compassion font toutes écho à ces idées. Mais ce qui rendait sa contribution unique, c'était le ton humain avec lequel il transmettait ses concepts. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui aurait transcendé la souffrance. Il parlait comme quelqu'un qui la comprenait intimement, quelqu'un qui l'avait vue chez ses patients et qui la reconnaissait aussi en lui-même. Christophe André remettait également en question l'idée que le bonheur devrait être constant. Il normalisait les fluctuations. La vie, disait Aïl, n'est pas une ligne droite vers le bien-être. C'est un rythme, des hauts et des bas, du calme et des turbulences. Attendre un équilibre permanent crée de la déception. Cette acceptation de l'impermanence a apporté un grand soulagement à de nombreuses personnes. Elles ont cessé de se demander « Pourquoi est-ce que je ne vais pas toujours bien ?» et ont commencé à se demander « Comment puis-je être présent à ce qui est là, maintenant ?» Dans ce sens, la pleine conscience est devenue une forme de maturité émotionnelle. Ne pas courir après le plaisir, ne pas fuir l'inconfort, mais développer la capacité de rester stable dans des conditions changeantes. Il parlait aussi avec force de la peur, en particulier de la peur de perdre le contrôle. Beaucoup de personnes résistent à la pleine conscience parce qu'elles craignent ce qu'elles pourraient découvrir si elles essaient de se distraire. Christophe André abordait cela directement. Il rassurait en expliquant que la conscience n'ouvre pas une porte vers le chaos. Elle ouvre une porte vers la clarté. Ce que nous évitons inconsciemment, disait Aïl, nous contrôle déjà. Ce que nous affrontons consciemment perd une partie de son pouvoir. Ce message était particulièrement important dans une culture dépendante de la distraction. La stimulation constante maintient temporairement la douleur à distance, mais elle empêche aussi la compréhension. Christophe André encourageait le courage, un courage silencieux, le courage de rester avec soi-même. Avec le temps, son travail a transformé la manière dont on parle de santé mentale. Moins de jugement, moins d'urgence à réparer. Plus de patience, plus d'écoute. À travers son regard, la souffrance n'était plus quelque chose à cacher ou à traverser à toute vitesse. Elle devenait un enseignant, non parce qu'elle est souhaitable, mais parce qu'elle révèle ce qui a besoin de soins. À la fin de cette troisième partie, on comprend que Christophe André a fait bien plus que populariser la pleine conscience. Il a humanisé la souffrance. Il a donné aux gens la permission d'être imparfaits, vulnérables et pourtant dignes de paix. Il nous a rappelé que le calme n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester présent lorsqu'elles surgissent. L'héritage durable. Pourquoi Christophe André compte encore aujourd'hui? Lorsque l'on observe l'impact durable de Christophe André, une chose apparaît clairement. Son œuvre ne s'est pas arrêtée aux livres, aux conférences ou à la pratique clinique. Elle se poursuit discrètement dans la manière dont les personnes se relient désormais à elles-mêmes, dans la façon dont elles marquent une pause avant de réagir, dans la manière dont elles accueillent leur climat intérieur au lieu de le combattre. Son héritage n'est pas bruyant. Il ne repose ni sur des slogans, ni sur des promesses spectaculaires. Il repose sur une permission intérieure, la permission de ralentir, de ressentir, d'être imparfait sans se rejeter soi-même. Dans un monde qui accélère sans cesse, Christophe André a rappelé quelque chose de radical. La vitesse n'est pas toujours synonyme d'intelligence. Parfois, ralentir est la réponse la plus intelligente à la complexité. La pleine conscience, dans sa vision, n'était pas une fuite hors de la vie, mais une manière de la rencontrer pleinement, sans armure. L'un des aspects les plus durables de son influence est la manière dont il a contribué à normaliser la fragilité psychique. Il parlait ouvertement de la vulnérabilité comme d'une condition humaine universelle et non comme d'un défaut. Ce changement a transformé les conversations dans les familles, les lieux de travail et les écoles. La conscience émotionnelle est devenue quelque chose à cultiver, non à dissimuler. Aujourd'hui,
Lorsque l'on parle plus librement d'anxiété, d'épuisement ou de fatigue émotionnelle, on fait souvent écho à son travail sans même le savoir. Il a contribué à créer un climat culturel où l'expérience intérieure, s'il pouvait être exprimée sans honte. Christophe André a également laissé une empreinte profonde sur la manière dont la pleine conscience est pratiquée en psychologie occidentale. Il insistait pour qu'elle soit ancrée dans l'éthique, la bienveillance, la patience, l'humilité. Sans ces dimensions, la pleine conscience risque de devenir un simple outil de performance. Avec elle, elle devient un chemin de sagesse. Il mettait doucement en garde contre l'usage de la pleine conscience comme moyen de s'optimiser à l'infini. Le but n'était pas de devenir plus efficace, plus productif, plus impressionnant. Le but était de devenir plus présent, plus vivant, plus humain. Ce message est encore plus urgent aujourd'hui. Beaucoup se tournent vers la pleine conscience non par curiosité, mais par épuisement. L'œuvre de Christophe André nous rappelle que l'épuisement n'est pas un échec personnel. Il est souvent le signe d'une déconnexion prolongée d'avec ses besoins intérieurs. Il soulignait aussi que la pleine conscience n'implique pas de se retirer du monde. Elle approfondit l'engagement. Lorsque l'attention se stabilise, les actions deviennent plus claires, les décisions moins réactives, les relations plus authentiques. En ce sens, la pleine conscience devient une forme discrète de responsabilité. Être présent, c'est voir plus clairement les conséquences. C'est remarquer quand on se fait du mal ou quand on en fait aux autres. C'est répondre plutôt que réagir. Une autre raison pour laquelle sa voix compte encore est son refus des extrêmes. Il ne divisait pas la vie entre émotions justes et injustes, personnes spirituelles et non spirituelles, individus conscients ou inconscients. Il voyait la vie comme fluide, la pratique comme imparfaite, le progrès comme non linéaire. Ce réalisme a protégé la pleine conscience de toute dérive dogmatique. Il a permis à chacun d'entrer dans la pratique sans la peur d'échouer. Christophe André rappelait que l'attention qui s'égare n'est pas une erreur, c'est la pratique. Et la même, tout proche. Il parlait aussi de gratitude, non comme d'une positivité forcée, mais comme d'une attention portée à ce qui est déjà là. Les petits moments, la beauté ordinaire, les soulagements simples. Ces instants, disait Haill, n'effacent pas la douleur, mais ils rééquilibrent notre perception. Cette capacité à tenir ensemble la souffrance et l'appréciation est peut-être l'un de ses plus grands enseignements. La vie est rarement l'une ou l'autre. Elle est presque toujours les deux à la fois. Avec le temps, les tendances passeront. De nouvelles techniques émergeront. D'autres voix s'élèveront. Mais l'œuvre de Christophe André demeure parce qu'elle touche à quelque chose d'intemporel. Le besoin humain de se sentir chez soi, à l'intérieur de soi-même. Il n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses. Il a incarné quelque chose de plus précieux, une manière de questionner avec douceur, une façon d'écouter intérieurement, une manière d'être avec l'incertitude sans s'effondrer. C'est pour cela qu'on le qualifie de gourou de la pleine conscience moderne, non parce qu'il demandait qu'on le suive, mais parce qu'il a appris aux autres à marcher seul avec conscience, bienveillance et stabilité. Son héritage vit partout où quelqu'un choisit la présence plutôt que la panique, partout où la douleur est rencontrée avec curiosité plutôt qu'avec jugement, partout où quelqu'un s'arrête, respire et se rappelle qu'il est déjà suffisant. Et peut-être est à cela la forme d'influence la plus puissante qui soit.